elle sera rediffusée. Donc les nouveautés d'Autodesk Robot Structure Analysis Professionnel 2016. Elle se compose de quoi? Donc dans un premier temps en fait, il y a eu des améliorations sur tout ce qui est type vent CFD, en fait surtout sur les profilés, puisqu'en fait maintenant on peut aller jusqu'à facteur de vitesse montant jusqu'à 5, vous voyez ici, et on peut enregistrer des profilés. Et on voit un peu mieux la soufflerie virtuelle en fait. Donc vous voyez, si je viens ici dans chargement, simulation, recherche de vent, donc le premier en fait, puisque le deuxième c'est un lien vers l'outil simulation CFD. Vous voyez ici donc pas de changement sur cette première onglet, on choisit les directions ou souffle vent. Ici vous voyez on peut aller jusqu'à un facteur de vitesse de 5, donner des éléments ainsi, et en fait ici on peut créer un nom, voilà, et l'enregistrer. Et après on retrouve les différents noms en fait créés. Et aussi on peut donner la hauteur max sur l'abscisse ici à quelle hauteur est le vent. D'accord. Je vous rappelle que pour donner la pression 0, c'est ici en fait où on donne la position du terrain qui est ici par exemple. Ici puisque tout ça c'est en infra. Et après vous lancez classiquement le calcul comme ça. D'accord, donc tout ce qui est après éléments de calcul, on retrouve ces éléments. Donc je vous rappelle que là c'est un maillage volumique type CFD en fait, où on calcule des vraies pressions en fait sur l'ouvrage. Notez en fait qu'il y a une case à coche pour naturellement fermer les portes et les fenêtres pour que la pression tape dessus. Voilà. C'est un calcul convergent. Donc vous voyez après vous voyez au bout d'un certain temps la divergence. Et quand en fait vous avez une divergence qui est inférieure à 0,5%, on dit que la solution est trouvée en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de différences. Si bon, là je suis un peu pressé, je vais arrêter. Vous voyez, on peut arrêter à tout moment ou générer les charges. Et là, si là je génère les charges, donc ça va me générer les charges qui sont précédentes. Naturellement, vous allez faire les éléments. Et ici, on va retrouver la même chose, le calcul wind tunnel dans l'autre direction. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté. Dans des changements de nom en fait, dans les calculs, ce qu'avant nous on appelait non linéaire, c'est vrai que dans la majorité des cas c'est appelé P delta, donc c'est pour ça qu'on a changé en P delta. Et P delta, ça vient grand déplacement. Donc souvenez-vous, robot fait des grands déplacements, petite rotation, puisqu'on assimile cos θ à θ. Contrairement à simulation mécanical par exemple ou Nastran de chez nous. Autre amélioration en fait sur le vent plutôt, on a pris en compte le point 7411 en fait, qui est en fait que les pressions sur les acrotères sans pente de toiture ont des valeurs de CP net différentes suivant les zones dans lesquelles elles sont. D'accord? Si elles sont sous le vent ou dans la zone F ou dans la zone G. D'accord? Vous allez retrouver ça, par exemple, alors on va arrêter ce calcul, hop, tac, voilà, voilà, tac. Donc si je vous ouvre ici, donc un portique tout simple, on génère les charges de neige et vent en fait, donc avec la méthode ici qui est classique d'enveloppe en fait. Souvenez-vous quand bon, je peux les régénérer, paramètres, générer. Donc maintenant on a des zones de pression de vent qui diffèrent suivant les charges long pan ou droite-gauche, vous voyez, avec des pressions des zones F, G, etc. Donc si par exemple on génère sur tous les portiques, vous voyez, ici après, on a le CPE lié en fait aux acrotères qui vaut 2 suivant les vents droite-gauche, qui vaut 1 s'il est sous le vent et qui vaut 1,5 alors là c'est des calculs, après d'autres éléments, voilà, 1,5 dans d'autres cas en fait. Donc ça c'est une petite
précision qui a été apportée. On a introduit la nouvelle, la mise à jour en fait de la norme sismique russe SNIP, que vous pourrez trouver dans les préférences. Bon, là je vais pas vous faire de démonstration parce que ça doit pas être utile pour tout le monde. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est une aperçu de la sélection qui en fait vous identifie ce que vous allez sélectionner avant que vous le sélectionnez. Donc on va ouvrir un modèle un peu plus... Tiens, on va rouvrir le modèle devant. Tac, tac comme ça. Voilà. Si vous venez ici, vous voyez, quand vous faites une fenêtre comme ça, vous voyez, ça met en bleu ce que ça va sélectionner. Là, c'est pas encore sélectionné. Et quand je lâche, vous voyez, là, ça devient sélectionné. Donc c'est un peu pour faciliter, savoir plus facilement ce qu'on va ou pas sélectionner. Il y a aussi quelque chose d'assez pratique, c'est quand on a des erreurs de maillage, d'inertie, il y a des profilés. En fait, on a une mise en surbrillance directe de l'élément concerné. Vous voyez, ici c'est là. Et si je vous montre en direct, je crois que de mémoire j'avais mis un nœud isolé. Donc si vous faites analyser message de calcul, vous voyez, donc là j'ai des nœuds séparés. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai l'élément qui apparaît en fait. Bon, là, en plus, j'avais mis un attribut uniquement sur les objets sélectionnés. Mais vous voyez, depuis qu'il y a cette bulle verte qui clignote légèrement, c'est vrai qu'on n'a même plus forcément besoin d'aller dans les propriétés d'affichage, dans les attributs d'affichage, pour afficher uniquement sur les objets sélectionnés. Mais c'est vrai que c'est assez pratique. Alors là, on a un petit peu modifié la boîte de dialogue des matériaux pour la rendre un peu plus, on va dire, logique. Hein, faut bien le reconnaître. Donc du haut, le plus important, vers le bas. Donc, je vais vous montrer. Si je viens ici dans la boîte des profilés, vous voyez, donc tout en haut, je sélectionne mon type de profilé, l'angle, d'accord. Ici, j'ai à nouveau, si vous voulez, la liste des matériaux disponibles, d'accord, contrairement à ce qu'on avait avant, et après on retrouve la boîte de dialogue classique. Ok. Donc ça c'est pour cette boîte de dialogue là. Aussi, idem dans un esprit de clarté, de clarification, si je prends la boîte de propriété des matériaux, vous voyez, on a un onglet pour les différents éléments, ce qui permet un peu de classer les matériaux pour y voir un peu plus facilement quand on en a pléthore. Autre élément, on peut définir Solid Modeler dans les paramètres de l'affaire. D'accord. Vous voyez ici, outils, alors non, c'est préférence de la tâche, mais non. Ici, vous voyez, vous avez la définition de Solid Modeler. Solid Modeler qui sert quand on a maillé des choses volumiques, style du SAT ou des éléments comme ça. Voilà. Et on peut aussi, il y a une mise à jour de la boîte de définition des masses modales, qui entre nous on l'utilise pas souvent, puisque on convertit surtout des cas de charge en masse. On a créé l'assemblage tube-tube selon les eurocodes. Donc ça se passe ici. Si je viens ici, hop. Voilà. Alors je vais vous le supprimer. Tac. Structure. Voilà. Donc je sélectionne les éléments. Je demande la création de l'assemblage de mes deux tubes. On voit l'assemblage comme classiquement. Ici, je retrouve les propriétés de platine de connecteur. Idem sur le schéma 2D, qu'on peut enregistrer en DXF si on le souhaite. Et là, on va calculer sous l'ensemble des gains réglementaires, comme vous le connaissez déjà. Et vous retrouvez les notes de calcul classiques, que vous retrouvez après dans les notes de calcul globales des assemblages. Donc il y a une mise à jour des eurocodes en général, des eurocodes 3, et donc ça, donc pour les normes danoises, néerlandaises
polonaise et française. Ça se traduit comment? En fait, c'est juste dans le nom à la fin. Donc, vous voyez, on voit 2014. D'accord. Un petit truc, si vous avez une affaire ancienne que vous ouvrez, en fait, ça va garder les règlements de l'époque. C'est-à-dire que si vous ouvrez Robot 2016, vous aurez les nouvelles préférences de l'affaire. Donc, si vous activez l'eurocode, ça sera bien celui-là qui serait disponible. Mais si, par exemple, vous ouvrez un fichier que vous avez fait il y a 1 an ou 2 ans, en fait, vous allez avoir les préférences qui existaient à l'époque. D'accord. Et donc, il faudra aller rechercher ou tout simplement changer dans les préférences. Bon, ça, c'est tout simple. Alors, je vois qu'il y a peut-être des questions. Non, c'est bon. Tac. Donc ici, dans les préférences, donc ici vous changez les éléments. Voilà, là. D'accord. Et si vous arrivez avec une préférence qui est pas à jour, donc ici plus, vous pouvez aller chercher la préférence, ou vous pouvez tout simplement changer globalement la préférence pour avoir créé la vôtre et la switcher de l'un à l'autre, ou par exemple switcher des eurocodes en tonnes-mètres aux eurocodes en kilonewtons ou des choses comme ça. Voilà. Donc, allez bien au bout en fait quand vous lisez pour avoir 2014 sous robot. Il y a des nouveaux règlements de bois pour la norme US, les NDS 2012, d'accord. Et idem, une mise à jour des Eurocode 5 pour la Pologne, le corps du texte et la France, où on voit 2014 avec. Donc, encore une fois, elle est bien au fond de la fenêtre. Donc juste pour vous montrer ici, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Tac. Si on vient ici sur normes, on va prendre les normes bois. Vous voyez, plus. Tac, bois. Et là, on a les 2014. Donc là, par exemple, j'ai ouvert un fichier qui était courant, donc c'est déjà celle-là qui est dans mes préférences. Mais si vous ouvrez un vieux fichier, vous n'aurez pas forcément celle-là en courante. Tac. Idem, bon je le dis ici mais c'est une règle générale, si vous avez à faire des assemblages aux eurocodes, pensez bien à sélectionner ici les normes de catalogue qui sont liées aux eurocodes en fait. D'accord, c'est-à-dire dans les boulons, prenez bien les boulons ISO, donc 416, 417, 418 et 414 et pas les NF, d'accord, qui sont liés on va dire à la NFP SM66. Donc là, on a optimisé dans les poutres BA. La vérification est basée sur la position réelle des barres, d'accord. Alors, comment ça se passe dans Robot? C'est en prédimensionnement, donc on ne connaît pas la position réelle, donc en fait, on estime la position du centre de gravité de l'ensemble des aciers. Donc après, on met en place ces vrais aciers, et la vérification qu'on faisait jusqu'à présent, en fait, était basée sur le centre de gravité de ces aciers. Bon, il se trouve que aux eurocodes, avec les versions d'ouverture des fissures, des choses assez pointues, ce qui était tout à fait correct au BL est pas tout à fait juste dans des cas un peu limites aux eurocodes, c'est pour ça qu'on a amélioré ça. Donc tout ce qui est put, maintenant vous pouvez lancer les calculs en parallèle. On a observé une augmentation de vitesse de 2 à 5 fois suivant la machine. Et on a modifié l'algorithme d'ancrage des poutres en U en fait. Donc là, où est-ce que ça se passe? Ça se passe ici dans les éléments de poutre. Alors ouais, j'ai pas la même résolution que tout à l'heure. Hop. Donc vous voyez, pour avoir, donc par exemple là j'ai fait un voile qui doit faire 20 je crois de mémoire ou 18. Donc forcément on a un petit peu de mal à faire passer la bielle. Donc pour l'activer en fait ça, c'est dans c'est dans les options de ferraillage, dans ancrage, et vous retrouvez ici les clés d'ancrage. D'accord. Et vous retrouvez de la même façon qu'on retrouvait au BL, un onglet supplémentaire qui s'affiche dans armature modifiée, vous voyez, où vous avez donc l'ensemble des aciers longitudinaux, transversaux, de la résa,
et un onglet additionnel pour cette version avec les bielles, donc la bielle naturelle inférieure et puis les bielles additionnelles. Voilà. Ah oui, et par contre, il faut l'activer, le traitement parallèle des poutres, mais par défaut, c'est activé. Vous le retrouvez dans les préférences. Vous voyez, dans Outils, Préférences. Ici, vous voyez, traitement parallèle multiprocesseur. Et d'un point de vue pratique, bon, je pense que vous savez tous créer des poutres dans un fichier. Hop, voilà. Ou vous les avez importées de robots, de CBS, peu importe. Vous les sélectionnez toutes comme ça, avec CTRL, tac. Et là, vous faites calculer, et là, ça fait un calcul parallèle. D'accord. C'est ça qui est 2 à 3 fois plus rapide. Donc, nouveau règlement pour le béton armé et les sols, la géotechnique. Donc, on a introduit la norme indienne, IS 13920-1993. Bon, pas très utile pour le marché français. On a mis à jour, on va dire, la partie de l'Eurocode 2 qui traitait plus spécialement des semelles, en fait, et des poutres. Et on a surtout introduit la NFP 94-261, qui est en fait une lecture corrigée de l'Eurocode 7 avec l'annexe nationale française. D'accord. D'ailleurs, l'annexe nationale française de l'Eurocode 7 renvoyait à cette norme qui est sortie l'année dernière de mémoire. D'accord. Donc là, bien sûr, ça se trouve dans les préférences de l'affaire. Donc dans les préférences de l'affaire, ici, vous prenez NFP 94-261. Ce qui diffère, en fait, après, c'est, vous voyez, dans la définition du sol, là, vous n'avez plus le taux de travail à rentrer. D'accord. Bon, vous avez toujours la stratification si vous le désirez. Le taux de travail, en fait, vous allez le rentrer ici dans l'onglet contraintes. Donc, on va retrouver les méthodes qui sont décrites dans la NFP, c'est-à-dire une méthode qu'on va dire classique où en fait le bureau de sol vous donne une contrainte rupture, on va dire ici, puisque c'est la contrainte rupture, vous la rentrez la valeur de D, de alpha et de le coefficient de sécurité, ou alors, autre méthode qui est plus finalement dans l'esprit du règlement, vous pouvez rentrer suivant les annexes E, ici les QCC, et il va déterminer en fait la contrainte admissible, ou suivant l'annexe D, et là vous pouvez rentrer soit le PL, soit le PL étoile en fait. D'accord. Voilà. Vous pouvez aussi faire lire un fichier de texte en fait. D'accord. Et la méthode analytique, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va reprendre les caractéristiques, excusez-moi, des sols que vous avez rentrés dans l'onglet classique précédent. D'accord. Après, on retrouve en fait tout ce qui est ici vérification, donc lié à l'Eurocode 7 et la géotechnique. Ouais, donc tout ce qui est renversement, résistance à l'ELS, excentricité. L'approche, il reste plus que 2 approches puisque l'annexe nationale française enlève l'approche de calcul type 1 pour les fondations. Et donc après pour les résultats, vous retrouvez de la même façon ici les différents résultats. Donc quand vous avez des combinaisons sans étoiles, c'est des combinaisons en fait pour le sol. Ok, donc vérification de tassement, renversement, tout ça. Dès que vous êtes sur des vérifications étoiles, vous voyez ici, ça, le but c'est en fait de calculer les sections d'acier. Naturellement, si vous cliquez sur les éléments, vous avez les torseurs dimensionnants qui s'affichent. Et ici, vous voyez le moment retenu pris en compte et les différentes informations du charge au niveau de la semelle. On va retrouver ici la note de calcul de la même façon que précédemment, avec bien sûr tous les coefficients liés à la NFP à l'Eurocode 7 et toutes les vérifications liées à l'Eurocode 7, glissement, renversement, soulèvement, voilà. Et poinçonnement. Ok, bon après vous retrouvez le plan classique. Voilà. Donc, autre nouveauté qui concerne le béton armé en fait,
Maintenant, dans Robot, vous avez l'Eurocode 8 pour les voiles. Donc vous aviez déjà un module voile, mais qui travaillait qu'à l'Eurocode 2, donc en descente de charge, qui prenait pas en compte les charges horizontales. Et maintenant, vous avez cette possibilité. Donc vous allez voir le couplage. Donc naturellement, elle va faire des calculs en flexion composée. Vous voyez dans les options sismiques, c'est à vous de choisir, bien sûr, si vous êtes en DCL, DCM ou DCH. D'accord. Il faut savoir que suivant la position du voile, il faut savoir s'il est en zone sismique, enfin en zone critique ou pas, pour prendre en compte ce décalage en fait de moment. En fait, on va dire que c'est un petit peu ce qu'on faisait dans les poutres avec le 0,8H, mais là lié à une console, ce qui finalement est assez logique qu'on faisait pas au BL. Et donc si vous sélectionnez des voiles, un ensemble de voiles comme ça, vous allez vers robot voile, bah, il va vous les créer automatiquement et lui saura la position dans laquelle vous êtes. Si vous voulez créer un standalone, bien sûr, il faudra renseigner les paramètres adéquation pour savoir ça. Bon là on retrouve les deux schémas, mur pur et mixte. Extrait de l'Eurocode. Ah, je vais vous montrer. Tac. Donc bon, ça c'est les voiles calculées, mais je vais vous montrer un peu la manip si vous avez à le faire. Donc là, on va retrouver, c'est un fichier tout simple, hein, avec une analyse sismique au sens des Eurocode 8, avec l'annexe nationale française. Vous sélectionnez en fait l'ensemble des voiles constitutifs d'un voile, on va dire, toute hauteur, et ensuite vous faites juste dimensionnement, faire réel des éléments. Donc là, ça prend un peu de temps, c'est pour ça que je l'ai pas fait en live, puisqu'en fait, il crée tous les éléments, et vous retrouvez en fait dans le ferrage réel des éléments, avec, vous voyez, les murs qui sont comme ça, bon, calculés ou pas suivant les préférences. Là, en l'occurrence, ils sont calculés avec des éléments. Donc, bien sûr, maintenant, c'est quand même assez pratique de se faire différentes préférences sur les fichiers, par exemple, poutre poteau. Ce qui est pratique aussi, c'est, vous voyez, si par exemple vous en avez changé un et vous voulez tous les changer, vous voyez, ici, vous pouvez changer tous les modèles de calcul. Donc ça, c'est quand même pratique. Autre élément, donc là, c'est ici que ça se paramètre. Donc là, je me suis mis en DCL, puisque j'avais pas trop besoin d'être en DCM. Bon, faut savoir que les DCM, ça implique un ferrage minimum qui est plus important. Alors ça nous offre des coefficients de comportement plus grands, mais vu que le ferrage minimum est plus grand, donc c'est à vous de voir en fait en fonction de votre projet la ductilité nécessaire. Sachant que si vous prenez par exemple une ductilité haute dans un bâtiment qui a déjà beaucoup de murs, bah en fait vous serez tout le temps au minimum et vous allez peut-être mettre plus d'armature que si finalement vous prenez une ductilité limitée, puisque certes vous avez un coefficient de comportement plus bas, mais vu que les minimums sont plus bas et que les efforts se répartissent bien, parfois ça peut bien se passer. C'est évident que si vous avez un parking avec 4 murs qui se battent en duel, par exemple, hein, bah là ça sera intéressant de faire l'approche ductilité haute et moyenne, et la ductilité sera beaucoup moins intéressante. Voilà. On va retrouver ici le coefficient de comportement, et si donc vous êtes en ductilité haute, alors non, là je viens du modèle global, donc tout est renseigné, mais si par exemple vous rentrez dans le module en standalone, il faudra que vous définissiez si vous êtes dans la zone critique ou pas, si vous êtes au-dessus, en dessous, d'accord, et les différents paramètres de calcul Q0 et TC sur T1 et les différents éléments. Bon, c'est vrai que la logique, c'est qu'on va sans doute venir souvent du module général de robot, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'une vérification ponctuelle est toujours possible, mais pensez bien à renseigner tous les éléments. Voilà. Sinon, oui, après, bon, bien sûr, vous avez les éléments d'utilité. Dans les résultats, ici, donc là, vous retrouvez les besoins en raidisseur. Bon, alors là, il y a un petit peu de monde quand même, parce que j'ai que 2 voiles dans les deux directions, mais c'était un peu le but. Avec ici les résultats. Et on retrouve, vous voyez, ici, les lois contraintes déformation. Donc là, les contraintes et là, les upsilon. Vous voyez, avec les lois parabole rectangle. Alors, au début, en fait, par défaut, ici, c'est pas réglé sur cette courbe-là, mais sur celle-là. C'est pour ça qu'on n'avait pas ces répartitions. Je vous invite à mettre celle-là. Bon, c'est celle qu'on a l'habitude de voir dans le module wall, parce qu'on avait réglé celle-là par défaut au PS, et elle est un peu plus juste que l'autre. Les temps de calcul, ça ne ressente pas vraiment.
Voilà. Donc après bien sûr le ferrage du voile, donc soit en tri-soudé, soit en barre, hein, dans les options ici que vous pouvez voir. Après on retrouve le besoin d'acier de poids, est-ce que c'est toujours jamais que pour les voiles extérieures? Bon, moi j'ai une petite flèche pour les mettre jamais, et après s'il faut mettre un PAF, de toute façon je sais bien le mettre sur mes plans. Et la note de calcul avec bon, les schémas et les différents rappels en fait du règlement Eurocode, avec ici les besoins en armature dans les différents éléments. Voilà. Et puis on va retrouver le plan de la même façon. Voilà. Autre amélioration, c'est que maintenant vous avez la possibilité de faire calculer à robot la flèche BA non plus liée au corps du texte et à l'annexe nationale, mais en plus aux recommandations de la FFB en fait, qui en fait réintroduisent la notion de flèche nuisible pour les cloisons, un petit peu sur ce qu'on connaissait au BEL. Donc pour ça en fait vous retrouvez donc ici dans les options de calcul, vous voyez les recommandations de la FFB à cocher, et ici vous avez vous pouvez bon soit laisser robot calculer les coefficients de fluage au sens du corps du texte, d'accord, ou soit vous pouvez imposer vous vos coefficients de fluage et le coefficient des recommandations de la FFB PSI, qui est le pourcentage entre le long terme et le court terme de mémoire. Voilà. Il faudra juste bien sûr penser à bon le poids propre, pas de problème, c'est le poids propre, l'exploitation c'est exploitation. Pour les charges permanentes, dire si elles sont de type structurel ou non structurel. On retrouve l'esprit en fait, est-ce que c'est mis avant la pose des cloisons ou après la pose des cloisons. D'accord. Donc ici voilà. Donc là on retrouve un schéma de poutre classique, d'accord, avec un schéma de charge. Alors on va regarder comme ça, tac, tableau de chargement. Voilà. Ici on retrouve les différentes charges, donc avec des charges type structurel et non structurel qui est les chapes, tout ça, en fait, tout ce qui est mis après la pose des cloisons ou avant, enfin qui est pas considéré comme nuisible suivant le mode constructif qu'on va réaliser. Et donc ici, dans les options de calcul, activer les recommandations de la FFB, d'accord. Et dans les options de niveau, donc là j'ai pas forcé, donc je vais reprendre les coefficients de fluage calculés selon le corps du texte. Après, si par exemple vous le retrouvez, je sais pas, un coefficient à 15 ou des choses comme ça pour des choses, bah ici vous pouvez, voyez, fixer votre valeur et fixer aussi celle-là si vous le souhaitez. Après tout ça, ça se retrouve dans les diagrammes. Ici, si vous venez sur flèche, vous voyez, on va enlever les flèches du corps du texte, l'ouverture des fissures, voilà. Et on retrouve en fait ici, hop, donc la flèche totale, la flèche instantanée après décoffrage, la flèche à long terme, la flèche à déduire et la flèche nuisible qui est la différence des deux. Donc lisez bien la deuxième valeur, voilà, donc pour chaque travée, positif, négatif. Et vous retrouvez ça bien sûr dans la note de calcul, ici. Alors, oui, c'est ici, et je vais en profiter pour vous donner un élément. Voilà, hop, flèche conforme à la FFB ici. Pensez aussi à paramétrer donc l'âge au moment de la chargement. Donc là c'est un fichier un petit peu exemple, donc j'ai mis qu'on mettait en charge après qu'on décoffrait à 3 jours et que tout était en charge à 28 jours. Voilà. Et on va dire que l'âge infini du béton c'est 99 ans pour retrouver un peu des choses. Mais voyez, donc pensez bien aussi à régler ces deux paramètres qui influent quand même grandement sur les calculs de la flèche de la FFB. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il y a une autre nouveauté qui est en fait pour calculer des planchers mixtes au sens de la norme américaine en fait. Donc vous voyez, donc c'est un module qui n'existe pas en standard dans Robot. Il faut que vous le téléchargiez. D'accord, donc vous allez sur module complémentaire Composite Beam Design. Ça vous télécharge
une extension, on va dire, comme vous connaissez déjà sur Revit. Et par exemple, sur une dalle que vous avez dessinée classique, ça va vous aider à dimensionner tous ces éléments au sens de la norme américaine. Voilà, on a fait le tour des nouveautés de robots. Donc j'ai laissé un peu de place aux questions. Alors, je vois qu'il y a des textes. Bonjour. Alors, par contre, je voudrais bien que, parce que du coup, j'ai pas répondu autant. C'est vrai que l'acier de ductilité C est pas souvent facile à trouver en France, mais bon, après nous, on écrit ce qui est dans le règlement. Euh, j'ai perdu les questions. Tac. Tac. Donc je vais passer aux questions. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Donc là, hop. Alors, en vent, la version de la pression sous toiture est-elle solutionnée? Alors là, bon, je suis pas au courant de tous les PRB enregistrés ou pas. Le mieux, c'est que vous, de toute façon, si vous avez fait remonter ça à notre service développement, en fait, c'est enregistré sous un numéro. Et en fait, vous leur posez la question. D'ailleurs, je pense même que vous êtes auto-notifié quand ce problème est corrigé, en fait. Pour les assemblages tube-tube, il n'y a pas la possibilité de mettre un moment. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un moment. C'est que sur des efforts de traction-compression. La non-linéarité matérielle est-elle toujours prévue? Alors dans Robot, on peut faire de la non-linéarité matérielle uniquement sur les modèles à barres, en fait. Et plutôt les barres du commerce. Je vais le montrer pour les autres. Tac, alors là, il doit vouloir que j'enregistre. Voilà, on va pas enregistrer. Tac. Donc, si vous venez ici, voilà, donc par exemple, un IPE 300 ou un profit du commerce. Vous voyez, ici, vous pouvez activer l'analyse élastoplastique. Ensuite, vous donnez le nombre de divisions sur l'âme et sur l'aile. Et lui, en fait, il va faire un calcul réel, élastoplastique. Il faut bien sûr aussi lui donner le mode de décharge et si c'est un palier élastoplastique parfait ou avec écrouissage. Et après, il fait ce type de calcul. Pour faire des modèles à fibres, des modèles multifilaires, non, là, non, on peut pas faire encore ça dans Robot, en fait. J'avais pas vu la deuxième partie de la question. Dans le calcul du flange réel, dans les fondations, dans les options géotechniques, pour définir la contrainte que représente dans la norme QNet sans aucun coefficient appliqué. Alors oui, il n'y a pas de vérification d'excentricité à l'ELU, uniquement à l'ELS, ça c'est vrai. C'est les coefficients de sécurité en fait liés à la NFP en fait. Donc à la limite je regarderai parce que je vais pas, enfin je peux pas ouvrir les règlements parce que j'ai pas. Après ils vont être enregistrés. Je suis pas sûr qu'on ait le droit d'enregistrer des règlements graphiquement puisque il faut les acheter ces règlements. Alors non, Q qu'on retrouve dans les semelles, c'est toujours la contrainte rupture. C'est-à-dire qu'il y a grosso modo, alors ça peut changer en fonction de l'inclinaison, tout ça, mais il y a à peu près un coefficient de 3 vis-à-vis de l'ELS, quoi, et 2 vis-à-vis de l'ELU. Et QNet, je crois qu'il y a, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait, mais la différence, donc ça c'est à l'ELU, c'est que c'est fonction aussi de l'inclinaison en fait, si on prend en compte la rectification.
Alors je vais peut-être remonter. Le problème des éclisses qui sortent du coffrage dans le calcul du ferrage réel des poutres est réglé. Bah en fait c'est pour ça justement qu'on a fait cette nouveauté. C'est pour régler le problème des U. Il faut savoir que nous on respecte en fait pour les U d'ancrage, le rayon d'ancrage des barres. C'est pour ça que vous aviez parfois des U qui repartaient dans l'autre sens en fait. Et lorsque vous cliquez, vous avez aucune barre n'a été sélectionnée, impossible de trouver les armatures appropriées. Bah là, ce qu'il faudrait, c'est envoyer le fichier au service support pour qu'il vous aiguille sur la procédure à traiter. Euh, Après, c'est possible que, alors là, je suis pas dans le module poutre, mais si je fais dans le poutre, voir les diamètres qui sont disponibles, les choses comme ça. Et Robot ne traite toujours pas la torsion uniforme, par exemple les profils U, UPN, UAP. Robot ne sait pas traiter le déversement de ces profils. Alors, Robot, en fait, il fait un calcul réglementaire à l'Eurocode 3. En fait, si vous voulez faire ce type de calcul, par exemple, vous avez un U en flexion, donc tout le monde sait que si on le charge à son centre de gravité de la poutre, en réalité, oui, il y a un déversement. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est une approche tout est en coque élément fini, Monsieur Arias, et là, vous aurez les bons efforts en tête et en pied, et vous retrouvez ce phénomène de déversement. Mais bon, vu qu'il faudrait calculer en non linéaire pour avoir ces éléments, c'est plutôt de l'ordre de l'approche, quoi. Module poutre, on peut pas entrer un coefficient de redistribution par combinaison. Non, c'est global. Et lui, il vérifie en fait que ça passe à toutes les combinaisons. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait le droit de rentrer coefficient, combinaison par combinaison, ce coefficient de redistribution. Bon, après, il faut qu'on m'explique comment le béton armé peut avoir des redistributions différentes une fois que c'est tout en place. Mais bon, ça c'est une fois que la fissuration est là. Alors, si vous voulez, par exemple, si vous voulez prendre du énième degré de liberté, vous pouvez chez nous contacter, ou je pourrais vous mettre en contact avec les gens qui vendent Nastran et Autodesk Simulation Mechanical, qui est un corps élément fini généraliste, et là vous pourrez faire ce type de calcul sans problème, Monsieur Arias. Alors, quelle est la méthode de calcul des poteaux? Alors, de mémoire, il y a rigidité nominale et courbure nominale. Je vais quand même le vérifier et rigidité nominale avec module d'élasticité effectif. Et après la méthode des contraintes, non, on fait pas encore la méthode générale de Fessel, ouais. Mais en fait, bon, après moi, c'est vrai que je plaide aussi pour ça, au moins pour la faire pour les quatre formes très courantes de poteaux, quoi. Parce que ce qui est compliqué, c'est Fessel quand on a ces quatre formes-là. Mais bon. Au moins, si on le fait pour les sections les plus classiques, ça serait bien. Ouais. Ouais. Mais je pense que, Monsieur Ariac, le 7e degré de liberté est traité par Autodesk Simulation Mechanical et Nastran chez nous en fait. Alors par contre, dans Autodesk Simulation Mechanical, donc vous avez pléthore d'éléments finis pour faire des choses un petit peu différentes, mais vous n'aurez pas de post-traitement Eurocode 2, Eurocode 3 réglementaire. D'accord. Par contre, tout ce qui est méthode de calcul éléments finis, là, vous serez pas du tout limité. Peut-on faire du pushover en béton? Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps. En deux temps, c'est que, en fait, le pushover dans Robot, il est lié au modèle à barre, et c'est à vous de placer les rotules plastiques. Donc, bon, compte tenu que pour moi, les murs, c'est quand même des modèles à coque, je serais tenté de dire un oui, mais bon, si vous admettez que les murs sont des barres, quoi. D'accord. Alors non, non, quand vous installez Robot 2016, il va vous signaler, oui, quel maintenance pack 1
qui est mis, il le télécharge, et peut-être que effectivement il vous rebascule en anglais, mais de toute façon, aussi bien robot que les packs multilangues, Madame Mouton, sont multilangues. Donc après, vous revenez dans les préférences et vous reswitchez en français, et il n'y aura pas de problème. Voilà. Et du coup, oui, j'en étais au pushover. Donc pensez bien que c'est à vous de positionner aussi les rotules plastiques, en fait, les rotules non linéaires, et c'est à vous de donner les lois contraintes déformation pour ces différents éléments. Donc c'est vrai qu'en béton armé, ça peut être un peu compliqué, outre que on va utiliser des éléments barres pour modéliser des voiles. Bon, ça reste possible, hein. Est-ce qu'on peut introduire une rotule plastique au niveau d'un assemblage? Alors bon, il y a deux réponses. C'est que déjà l'esprit des rotules plastiques, c'est ça va aller partout, sauf dans les assemblages. Ça sera en début et pied de poteau. Et mais après, c'est à vous de, en théorie, vous pouvez les placer, mais normalement, vous allez les mettre, on va dire, au bout du jarret et en dessous de l'assemblage. C'est le principe des rotules plastiques, puisque justement, on veut, pour donner la ductilité à l'ouvrage, que les rotules plastiques se placent pas aux assemblages, mais au début et à la fin des éléments. Bon, c'est pour ça que nos collègues américains qui sont fans de cette méthode l'utilisent, et eux, pour être sûrs de localiser la rotule plastique, c'est pour ça qu'ils grugent, pour affaiblir localement le profilé. C'est sûr que là, on est beaucoup plus sûr de la position de la rotule plastique. Est-ce que vous diffusez CBS Pro 2016? Non, c'est toujours CBS, donc c'est CBS, il va rester en version 2015. Par contre, CBS 2015 est compatible avec Robot 2016, donc ça va envoyer vers le dernier robot lancé en fait. Il serait intéressant que Robot propose un calcul du coefficient de comportement suivant les EC8, suivant les critères de régularité des voiles. Alors, c'est vrai, bon, faut savoir qu'avec CBS, par exemple, on vous calculait déjà tout ce qui était excentricité E1, E2. Bon, c'est vrai, mais entre nous, c'est quand même un peu aussi... Enfin, il y a tellement de critères, c'est tellement complexe que c'est quand même un peu un choix du bureau d'études, le choix du coefficient de comportement. Mais c'est vrai qu'on pouvait vous calculer des éléments. Faut savoir que on vous calcule les excentricités aussi d'un robot selon les méthodes classiques, d'accord, que vous retrouvez dans le tableau des étages. Ce qui, on va dire, a une part de vérité en général, mais qui, par exemple, si on a des poutres couplées, sont pas toujours vérifiées. D'accord? Puisque lui, il va prendre les deux voiles et il va pas voir qu'en haut, vous avez encastré une poutre, soit avec des liaisons rigides, soit avec des nœuds maîtres esclaves, dans les murs. D'accord? Donc, bon, robot, il vous calcule ça, mais après, c'est à vous de faire comme votre choix. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, bon, les questions, normalement, c'est plus sur les nouveautés. Comment se fait le calcul d'ouverture des fissures? Bah, il se fait selon la norme, mais bon, là, après, ça, vous en doutez un peu. Je vois pas trop la question. Je pense qu'il faudrait un exemple, mais il se fait selon la norme avec les formules classiques. On calcule les groupes, les paquets, etc. Robot induit en erreur calcul des profils ouverts en U comme des profils symétriques. Pourquoi ne pas enlever ça? Oui, alors le problème c'est que si on enlève, euh, en fait il y a un peu deux approches, c'est que soit bon, on peut pas le faire donc on le fait pas du tout, soit c'est vrai qu'on laisse l'approche, mais après on peut
se douter de toute façon que le calcul n'est pas forcément totalement, on va dire, juste, mais l'avantage c'est que ça donne une indication. Donc c'est pour ça que avec vous pourrez par exemple faire une approche élément fini, tout en avec votre U, trouver des contraintes, voir les déformations au second ordre, pour voir un petit peu ce que ça induit, et puis le calcul réglementaire. Après, on va dire si le calcul réglementaire, c'est vrai, donne un taux de travail à 60%, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Si par exemple c'est pour justifier que ça va travailler à 10%, 15%, bon, souvent il y a quand même pas trop de questions à se poser. Alors, oui, alors, je vois, Monsieur Guisset a dit avec les plaques. Alors, dès qu'on est en 3D, en fait, c'est des coques dans robot. Et il n'y a que quand on est en 2D type dalle, où là, on a des plaques. La différence entre les plaques et les coques, bon, certes, c'est des calculs aimants finis un peu plus compliqués avec des fonctions de forme différentes, mais d'un point de vue pratique, c'est qu'en fait, vous pouvez charger euh, au sein de la plaque, en fait. Vous voyez, une dalle qui n'a pas d'effort de traction-compression, c'est une plaque, et une coque, ça peut être par exemple un voile. Monsieur Druget, donc avec CFD, alors, il faut savoir que la génération des vents CFD vous donne des charges réglementaires, des charges liées à la CFD. Est-ce qu'après on fait des combinaisons suivant les eurocodes? Alors ma réponse en fait, elle est à la fois oui et non. Oui, bon, c'est un calcul, si vous voulez, comme on fait un calcul RDM, on a le résultat. Après, j'ai envie de dire, c'est plutôt une approche aussi pour pouvoir calculer ce qu'on peut pas calculer avec l'approche réglementaire. Et on va dire, tout bon ingénieur se ramener aussi peut-être un calcul réglementaire avec les différents CPE moins CPI pour avoir l'ordre de grandeur. D'accord? Parce qu'en théorie, on pourrait très bien calculer un cube avec la méthode CFD, mais là, c'est vrai qu'on est assez loin des calculs CPE moins CPI donnés par l'Eurocode. Donc il y a toujours cette petite approche d'ingénieur à faire pour vraiment sortir le résultat. Comment peut-on entrer des plaques comme élément de membrane sans bidouiller les rigidités? En fait, dans robot, après, sinon vous pouvez faire des. En fait, c'est dans les options de. Alors, je suis peut-être pas en type d'élément. Si je me mets en coque, voilà. Tac. On a ici en fait les modèles de calcul des éléments. Donc, en fait, nous on n'a pas l'élément plaque en 3D. Donc, si par exemple vous voulez en fait que vos planchers ils soient indéformables, donc vous pouvez dire bah par exemple mes planchers ils ont pas d'éléments finis, ils sont infiniment déformables dans le sens de forte inertie de la dalle, d'accord? Par contre, si vous faites ça et que vous avez un nœud qui tombe au milieu, par exemple c'est une dalle de reprise, le nœud il va passer au travers, d'accord? Bon, moi je vous invite à pas forcément utiliser les cordes totales. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez une liaison rigide totale dans toutes les directions du bâtiment. C'est-à-dire que l'enfoncement de tous les deux d'un étage serait le même. D'accord? Ce qui fait qu'en général, des nœuds, par exemple, de poutres ont tendance à plus fléchir que des nœuds de mur. D'accord? Et après, ici, vous pouvez choisir la différence dans une ou deux directions. Effectivement, si vous voulez quand même avoir un comportement en membrane, eh bien, vous êtes obligé de passer par les différentes matrices de rigidité qui se situent ici, en fait. Parce que là, vous avez pas de résultat après sur les éléments. Ici, orthotropie, et là, bon, vous pouvez faire soit la définition utilisateur, soit des choses un peu plus mixtes. Alors, c'est pour modéliser des voiles sans flexion hors plan. Pour modéliser des voiles. C'est-à-dire c'est des voiles porteurs mais qui ne reprennent pas d'effort sismique, Monsieur Guisset par exemple. Donc porteurs verticalement. Parce que là je vois pas vraiment.
Ah, pour éviter la flexion hors plan, bah après le mieux c'est de mettre des relâchements en pied de mur dans le sens du voile en fait, des relâchements linéaires. Et donc le mur sera pas encastré dans sa faible inertie, si c'est ce que vous voulez. Ouais. Et donc tous les murs vont travailler que dans leur forte inertie. Alors effectivement, mais après, bon, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des trop grosses différences de rigidité, c'est quand même regarder les résultats. Et bon, à vous de voir si ça semble cohérent ou pas, parce que les classes 3 les instabilités de classe 3 sont parfois dues à des différences de raideur, et donc il vous convient de vérifier les résultats. Alors, euh, je n'arrive pas à introduire les surcharges de Kako sur un soutènement. Alors les surcharges moi je vois les surcharges de Mononobe au KB sur un mur, mais je vois pas ce que c'est les surcharges de Kako. Mais bon, de toute façon après si vous les chargez d'un robot, ici, tac, vous avez ici les chercheurs fasciques où vous pouvez ici introduire des pressions hydro, donc vous donnez où est-ce que la position Z du liquide, on va dire, est à 0. Donc si par exemple vous avez un coefficient de poussée à 0,5 fois une masse volumique à 2, donc ça vous fait 1. Donc là, bah, on retombe sur de l'eau, c'est super. Vous rentrez 1000. Et après, vous dites, bah, par exemple, mon 0, j'ai modélisé mon bâtiment, mon bas de rez-de-chaussée, il est à 0. Et hop, vous l'appliquez au panneau et lui va vous créer directement la pression. Euh, tac. Où est-ce que j'ai mes notes? Voilà, et je pense que là, on va finir sur ces questions. Oui, ça doit être derrière. Tac. Non, c'est pas derrière. Ok, et ben écoutez, sur ce, cette vidéo a été enregistrée et sera postée sur YouTube. Donc n'hésitez pas ah voilà, c'est là, à la regarder à nouveau s'il y a des éléments qui vous intéressent. Le lien Revit Robot CBS, oui bah du coup là ça change pas, tiens, c'est vrai que ça je voulais pas montrer, je vous l'ai dit. On retrouve le même principe. En fait, où est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire ici. Voilà, j'ai un petit bâtiment comme ça. D'accord? Donc en fait, même principe, ça va aller dans le dernier robot lancé. Alors attendez, faut que je lance. Hop, tac. J'avais fait ici. Sinon je vous en refais un vite fait. Tac. Voilà. Et du coup là en fait vous pourriez, si par exemple, donc ici je sais pas, vous avez défini votre norme sismique euh, par point avec l'analyse spectrale, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas les eurocodes 8 ici, donc ou vous avez fait mais les PS98 mais c'est un peu obsolète. La logique ça serait quand même de tout aller, on va dire, dans Robot et après de faire le calcul eurocode 8. Mais vous retrouvez ici le lien, bon par exemple là j'ai sectionné un mur mais c'est pas le plus logique puisqu'en fait le mur, vous allez voir le calcul à l'eurocode 8 et là j'ai pas défini de charge spectrale dans Robot. Mais vous voyez on retrouve le même lien. Hop, il est là, avec robot.
Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il doit me demander de sauvegarder, là. Tac, tac. Ah ouais, non, voilà, attendez. J'avais dû le paramétrer sans aller-retour. Tac. Prendre en compte la sélection, calcul interactif, calculer. Et donc là, donc si vous avez des poutres, des poteaux, calcul sur charge gravitaire, avec la 2016, le principe reste le même. Donc là, j'avais calculé de mémoire sous CBS en méthode simplifiée. Vous voyez? Donc là, non, attendez, c'est pas ça que je veux faire, voilà. Ici, vous retrouvez donc les charges gravitaires, première méthode, et les calculs sismiques d'après les méthodes simplifiées. Alors bah du coup, j'avais pas dû calculer. Si, vous voyez, là j'ai des forces cisaillement. Et du coup, sous le module, comme OPS, on va retrouver ici les descentes de charge verticales vers le bas, en chargement linéaire, et tout ce qui est force sismique va en effort réduit. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis ben, à une autre fois j'espère. Bonne journée. Au revoir.